Tendance première. Guillaume Tirtiot est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes pilote, copilote sur Boeing 777 chez Air France. On peut peut-être d'ailleurs expliquer ce que c'est un copilote exactement, parce que quand on regarde des films, on voit le copilote, c'est la personne assise à côté, on ne sait pas très bien ce qu'elle fait. Alors le copilote, c'est un pilote tout comme le commandant de bord, il a les mêmes qualifications techniques. La seule chose qui change entre commandant de bord et copilote, c'est que le commandant de bord aura toujours la responsabilité pénale au cas où il arrive un accident. Ah oui, donc on est sur un grade plus élevé. Cela dit, ces pilotes, je le disais, on en a une image encore parfois romantique dans le grand public, de ces personnes très sûres d'elles-mêmes, un peu imbues presque parfois. Et c'est vrai que dans les années 70, on trouvait ce type de personnalité chez les pilotes de ligne. Et puis, vous le dites dans votre ouvrage, une série quand même d'accidents et l'histoire de l'aviation a remis en cause aussi l'attitude des pilotes, parce qu'on s'est aperçu que les pilotes ne travaillaient pas suffisamment avec leurs équipes, y compris le personnel de bord, les hôtesses, stewards et autres, et que ce travail qui n'était pas suffisamment un travail d'équipe était souvent à l'origine de mauvaises décisions qui avaient entraîné une série d'accidents. Même si parfois ce n'était pas l'origine même de la problématique, ces mauvaises décisions et ces prises de mauvaises décisions ont entraîné, et in fine, des réactions en chaîne qui ont mené à des catastrophes. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu qu'il fallait changer les choses. Oui, exactement. Donc, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, l'aviation civile a réellement pris son essor. Oui. Et à l'époque, dans les années 50, 60, les seules personnes qui étaient qualifiées pour piloter les avions de ligne, c'était d'anciens pilotes de chasse, parce qu'on n'avait pas encore eu l'occasion d'en former suffisamment de jeunes pilotes. Mm-hmm. Et ces pilotes de chasse, souvent, ils avaient eu l'habitude de travailler seuls. Et d'un coup d'un seul, on les a placés dans un avion, dans un cockpit dans lequel il y avait non seulement un copilote, mais à l'époque il y avait un mécanicien navigant, il y avait parfois un ingénieur radio, un navigateur, donc ça faisait énormément de monde autour d'eux. Ils n'avaient pas toujours l'habitude de travailler avec autant de monde. Et dans les années 70, il y a eu pas mal d'accidents dont on s'est rendu compte a posteriori que ils n'étaient pas dus à des problèmes de défaillance technique, ou alors des défaillances techniques mineures sur lesquelles les pilotes avaient focalisé complètement leur attention et perdu ce qu'on appelle la conscience de la situation. Dans certains cas, ils sont allés jusqu'à la panne sèche, alors que c'était une ampoule qui était grillée. Et ces constats qui ont été posés fin des années 70, notamment par la NASA et par United Airways aux États-Unis, ont mené au développement de formations au travail en équipe. Qui se sont appelés initialement le Cockpit Resource Management. Donc ça impliquait essentiellement tout le personnel du cockpit. Pilote, navigateur, etc. Et puis rapidement, on s'est rendu compte que le personnel navigant commercial avait toute son importance dans la démarche. Ils ont l'habitude de passer énormément de temps dans les avions, parfois plus que nous. Donc la moindre odeur suspecte, le bruit anormal, quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, on veut qu'ils puissent, qu'ils se sentent capables, qu'ils se sentent invités à venir partager cette information directement. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé il y a peu au Canada avec une compagnie aérienne canadienne qui a dû faire un atterrissage d'urgence parce que ce sont des voyageurs qui ont senti une odeur, et c'est le personnel de cabine qui a détecté tout de suite l'origine de l'odeur, qui est allé prévenir le pilote et ensuite qui a décidé d'atterrir. Et donc il y a vraiment des chaînes comme ça de prévention qui se mettent en place où l'ensemble du personnel est pris en compte. Mais ça va même plus loin parce que je dirais même le personnel dans les tours de contrôle font partie de cette équipe finalement qui se crée. Et ce sont des équipes éphémères puisque vous ne travaillez pas toujours avec les mêmes personnes, pas toujours avec le même personnel, et donc il faut vraiment avoir à un moment donné des bases solides pour être sûr de prendre les bonnes décisions et que chacun prendra les bonnes décisions. Alors, je vais répondre en deux temps. La première partie de votre question concernant la notion d'équipe, évidemment, les équipes aujourd'hui intègrent les contrôleurs aériens, intègrent tout le personnel qui prépare les vols pour les pilotes, on les appelle les dispatchers. Oui. Donc ils analysent avant qu'on parte en vol si la route est praticable, s'il ne faut pas dévier à cause d'un cyclone par exemple qui est sur la route qu'on prend habituellement, etc. Donc tout ça c'est préparé en amont. Mais également les équipes au sol, on veut que une personne qui charge les bagages, si à un moment donné elle emboutit
un moteur de l'avion, même de manière très bénigne, mais sans le faire exprès, vienne nous le dire pour qu'on soit au courant. Parce que si elle a peur de venir nous le dire, nous, après, notre vie est potentiellement en danger. Et puis, sur l'importance de structurer la manière dont nous travaillons, c'est une aide en fait. On voit parfois, quand on aborde les procédures pour la première fois, on se dit « Ouh là là, c'est lourd tout ça ». Finalement, un avion, quelle que soit sa taille, à piloter, c'est un peu la même chose qu'un autre. Mais plus un avion est gros, plus les systèmes sont compliqués. Et donc, toutes ces procédures qui ont été écrites par les fabricants des avions sont là pour nous aider à opérer l'avion de manière plus simple. Et pour la petite anecdote, la première fois que j'ai emmené mon épouse en vol, c'était pour aller à Petra, en Jordanie. On avait 36 heures sur place, donc on avait décidé d'aller visiter les fameux temples. Oui. Et le commandant de bord emmenait une de ses filles, moi j'emmenais mon épouse, et on a 2 sièges, 2 strapontins dans le cockpit derrière nous, et on leur propose de faire le décollage dans le cockpit. Oui. Et mon épouse me dit après, mais le commandant de bord, tu le connais ? Je dis, comment ça je le connais ? Mais t'as déjà volé avec ? Je dis, non, pas du tout, c'est la première fois que je le vois. Elle dit, c'est incroyable, on a l'impression que vous avez fait ça ensemble toute votre vie. Donc c'est vraiment extrêmement facilitant. Mais pour en arriver là, ça demande un sacré travail. Et ce sont donc des formations CRM, Crew Research Management, qui ont été mises en place. Est-ce qu'on peut définir en quelques lignes, déjà préciser que c'est un travail en 2 temps, un travail d'abord individuel et puis un travail sur les manœuvres d'équipe. Mais il y a vraiment d'abord un travail sur soi à faire dans le CRM. Alors ce qui est intéressant, c'est que on a commencé par le travail sur l'équipe avant le travail sur soi. Alors que... Parce qu'en fait, au début du CRM, donc on se souvient des vieux commandants de bord, je ne vais pas faire une généralité, mais nombre d'entre eux venaient du milieu militaire, nombre d'entre eux avaient, on va dire, des égos un peu forts, et quand ils ont vu arriver ces premiers cours de Cockpit Resource Management, ils ont dit non, mais vos trucs de psychologie, là, pour essayer de me faire voir le monde autrement et fonctionner autrement, ça va pas fonctionner, donc c'est sans moi. Ouais. Et donc, rapidement, ceux qui étaient en train de développer ces formations se sont dit, ça va pas marcher si on s'intéresse aux individus maintenant, on va essayer de focaliser sur l'équipe. Et donc là, les formations se sont essentiellement concentré sur des notions de communication efficace, donc comment faire passer un message, être certain qu'il a été reçu en face, pris en compte, etc. Comment faire passer un message à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre aussi. Et puis tout ce qui est travail en équipe, leadership, donc prendre en compte l'équipe, impliquer l'équipe, faire en sorte que tout le monde se sente investi et du coup ose s'exprimer au moment où c'est important. Ouais. Et puis il y a aussi toute une série de thèmes qui sont essentiellement ce qu'on appelle la conscience de la situation, donc avoir une bonne représentation de son environnement. Alors son environnement, c'est météo, c'est est-ce qu'il y a des montagnes autour, c'est aussi comment est-ce que l'avion est un tel, est-ce qu'il y a des problèmes techniques, est-ce qu'il y a des problèmes au niveau des passagers, au niveau du personnel de cabine. Donc c'est vraiment une conscience de la situation globale par rapport à l'avion. On a ensuite un domaine qui est lié à la gestion de la charge de travail. Et puis prise de décision. Ouais. Et aujourd'hui, on va aussi vers ce qu'on appelle la résilience, parce que on vient d'une époque où, dans les années 80, on disait l'humain est faillible, il fait des erreurs, donc on va mettre un maximum d'automates, parce que l'automate ne fait pas d'erreurs. Alors, c'est vrai, l'humain est faillible, ça fait partie de la condition humaine. Ce qui se passe, c'est que, en contrepartie, l'humain est capable de s'adapter. Donc, si l'humain rencontre une situation qu'il n'a jamais rencontrée auparavant, il va être capable de créer une solution. L'automate, lui, il est programmé pour faire ce pourquoi on l'a programmé. Donc, s'il n'a pas été programmé par rapport à la situation rencontrée, il dit « je sais pas faire ». Et donc, la vision de l'erreur humaine a évolué vers performance et erreur sont 2 faces d'une même pièce. Et aujourd'hui, on va vers la résilience, c'est-à-dire c'est une notion de réussir à rebondir dans une situation qui se dégrade pour, si possible, la maintenir au niveau optimal et sinon, au minimum, en garder le contrôle. Pour revenir au premier volet de votre question, aujourd'hui, on est en train, en parallèle avec la résilience, à développer l'approche individuelle. C'est-à-dire, on s'est occupé de l'équipe, on a essayé de faire en sorte que les individus fonctionnent bien ensemble, mais pour que des individus fonctionnent bien ensemble, il faut d'abord qu'ils fonctionnent bien avec eux-mêmes. Ouais. Et donc, c'est toute cette démarche qu'on est en train d'implémenter aujourd'hui. On s'inspire du coaching, on s'inspire des sportifs de haut niveau, des pratiques de
pilotes de chasse aussi, certaines choses qu'ils ont développées avant nous, de pilotes de voltige, pour essayer de faire en sorte que la performance individuelle soit au rendez-vous pour permettre la performance d'équipe. Et puis, le moindre grain de sable, par contre, peut enrayer vraiment la machine. Sauf que quand on est en équipe, il faut pouvoir compter sur ces mécanismes qui deviennent des automatismes chez les gens pour cette prise de décision, et pouvoir empêcher ce grain de sable, en tout cas de s'exprimer. Et vous-même, vous avez été confronté à ce genre de problématique, parce que vous racontez, c'est au tout début du livre, je pense, un vol sur Lisbonne ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Vous avez un atterrissage, vous êtes copilote, vous êtes en train d'atterrir, c'est très turbulent, l'avion est pas mal secoué, et vous, en tant que copilote, comme vous gérez les communications à ce moment-là, et puis la météo et ce genre de choses, vous dites ça va pas passer, et vous donnez le message, qui est un message automatique à votre pilote, de remettre les gaz et de redécoller, de redémarrer. Et votre pilote vous dit non à ce moment-là. Donc, et là viennent se mettre en place des mécanismes qui, heureusement, vous permettent de prendre la situation en main et in fine, de bien terminer l'histoire. Mais... Oui, tout à fait. En fait, c'était un jeune commandant de bord, et donc de fait, c'était une approche à Lisbonne très turbulente. Lisbonne est un aéroport qui est un peu enclavé dans la ville, et donc dès qu'il y a du vent, c'est assez turbulent. Ouais. Et après, on a fait un débriefing, mais je vais en parler dans un instant. Mais pendant ce débriefing, le commandant de bord m'a dit je voulais le poser parce que je suis jeune commandant de bord, et voilà, et une remise de gaz, quelque part, c'était un aveu d'échec sur l'approche que j'étais en train de mener. Alors qu'au final, la remise de gaz était un aveu de réussite par rapport au fait qu'il avait pris conscience que ça allait pas le faire. En tout cas, on se mettait dans une situation dangereuse. Et donc là, pour revenir un peu en arrière, on était en approche très turbulente, et à un moment donné, on a, à une certaine altitude par rapport au sol, une hauteur par rapport au sol, ce qu'on appelle le pilot monitoring en anglais, donc le pilote qui n'est pas aux commandes. Là, en l'occurrence, c'était le commandant de bord qui pilotait. Le pilot monitoring est en charge de surveiller les paramètres et à 500 mètres au-dessus du sol, plus ou moins, déterminer si on continue ou pas. Mmh. Et dans ce cas-là, c'est sans appel. C'est-à-dire que si le pilot monitoring annonce à son collègue remise de gaz, il n'y a pas de question à poser, parce qu'on est quand même proche du sol, on a une vitesse qui est élevée, et puis on en discutera après. Oui. Un avion, c'est fait pour être en l'air, hein, c'est beaucoup plus sûr d'être en l'air que sur une piste, quelque part, parce que quand on se pose à 180, 200 km/h, voire plus, sur une piste qui fait 45 mètres de large, c'est quand même une performance à chaque fois. Et du coup, initialement, il m'a dit non, ça va aller. Donc je lui ai dit remise de gaz, il me dit non, ça va aller. Là, je lui ai dit négative, remise de gaz, on passe telle altitude, on n'est pas dans les clous, boum, on fait la remise de gaz, et puis on refait une approche, très bien, on se pose, et là, on a fait ce qu'on appelle un débriefing, très très important dans nos pratiques, parce que ça permet de ne pas rester avec quelque chose qu'on n'a pas digéré dans un coin de la tête. Mmh. Et il me dit, je suis désolé, ça va, t'as pas à être désolé, c'est juste que c'est pour ça qu'on est deux, entre autres. Hein. C'est parce que dans le fonctionnement humain, on veut y aller. Notre mission, c'est d'aller se poser à Lisbonne. Et on sait que si on fait une remise de gaz et que c'est très turbulent, peut-être qu'on n'ira pas se poser à Lisbonne, parce que peut-être qu'on va essayer une deuxième fois que ça ne va pas aller non plus, et puis on va aller au dégagement. Et il y a parfois ce sentiment de ne pas remplir la mission. Mais en fait, la mission ultime, c'est d'assurer la sécurité des passagers. De les amener à Lisbonne, c'est bien, mais d'assurer leur sécurité, c'est encore mieux. C'est là que je trouvais que l'exemple était bien choisi, parce qu'on a une individualité qui s'exprime, il a la peur de l'échec, et puis vous intervenez, et il finit par écouter ce que vous dites finalement. Et là, on sent que chez lui percole aussi ce type de formation, et qu'il y a prise de conscience du danger, etc. Et dans votre chef à vous, il y a une certitude qui est de la décision qui est la meilleure, c'est celle-là, et vous l'imposez en le disant simplement. Pour en arriver là, évidemment, on ne s'en rend pas compte, mais ça demande des années d'expérience aussi, de travail, de mise en place, etc. Et ces recherches qui ont été effectuées. On va revenir dans un instant avec vous, juste après une page de pub, sur la nécessité aussi de prolonger ce CRM, ce Crew Research Management et ces formations à d'autres domaines. Et c'est celui qui signe votre préface qui en parle le mieux, en parlant notamment de sa femme. Et je vous propose d'y revenir juste après ceci. 10h, 11h30. Véronique Tiberghien sur la première.
Nous sommes avec Guillaume Tirtiot qui publie le 10 octobre, puisque le livre sort le 10 octobre, Mieux réussir ensemble aux éditions Edipro, et qui relate justement ce CRM, ce Crew Research Management, les formations qui sont mises en place dans l'aviation et qui pourraient servir dans d'autres domaines. Alors on va revenir sur le domaine de la sécurité dans quelques instants, mais finalement dans le domaine de l'économie aussi, dans le domaine du travail de n'importe quelle entreprise, dans les prises de décision qui sont à mettre en place, parce que finalement ce que vous démontrez, c'est que le travail d'équipe, il est nécessaire dans plein de domaines et à peu près partout aujourd'hui, mais que ce travail d'équipe sans un leadership ou avec un leadership qui dysfonctionne ou défaillant, c'est pas un travail d'équipe qui peut fonctionner. Et c'est un peu ça aussi qu'on va montrer. Mais dans les services de santé, par exemple, c'est le capitaine Martin Bromley qui a signé votre préface, qui démontre à quel point cela pourrait s'avérer nécessaire. Il est lui-même pilote de ligne et il raconte que Hélène, son épouse, a été admise à l'hôpital pour une opération de routine. Elle n'a jamais repris conscience, elle est décédée 13 jours plus tard. Même s'il semblait que cet événement était la faute à pas de chance, dit-il, j'ai persuadé l'hôpital de réaliser une enquête indépendante. Conclusion, ce jour-là, une équipe ayant des compétences techniques élevées, dans une salle d'opération bien équipée, a en réalité succombé à une conscience de la situation incomplète, à un leadership défaillant, à des prises de décision sous-optimales et à une communication inefficace. Depuis des années, le monde de la santé débat sur les causes profondes qui ont provoqué le décès d'Hélène. Il est généralement admis que l'équipe n'avait fondamentalement aucune idée de la façon de gérer ses propres réactions dans la situation d'urgence vécue. Et malheureusement, c'est une situation entre guillemets banale. C'est une opération qui tourne mal, mais c'est une opération qui n'était pas non plus une opération si à risque que ça au départ. Et donc aujourd'hui percole dans ces milieux de la santé, le milieu médical, l'idée de mettre en place réellement des formations de travail d'équipe. Oui, tout à fait. Donc Martin Bromley, dont vous parliez, qui est un type extraordinaire, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Très, très humble, il a créé une association qui s'appelle le Clinical Human Factors Group en Angleterre, qui est en quelque sorte un groupe de lobbying auprès du système de santé anglais pour justement amener des formations à la gestion des facteurs humains, à la gestion des facteurs humains, inspiré du Crew Resource Management au monde médical en Angleterre, soignant et médical. Il est toujours actif dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on peut dire on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde médical. On sent que il y a une prise de conscience qui grandit. Alors il y a déjà des hôpitaux, dont certains en Belgique, avec lesquels mon équipe a collaboré, notamment le CHC à Liège, qui avait la chance dont le bloc opératoire était dirigé par un anesthésiste qui était un peu visionnaire et qui s'est dit on a besoin de ce genre de choses. Et on a formé quasi tout le personnel du bloc opératoire de cet hôpital. Et ils nous ont dit par la suite, c'est extraordinaire, non seulement ça fonctionne mieux, mais l'ambiance au travail est améliorée, c'est plus du tout comme avant. Ce qui est démontré, notamment aux États-Unis, c'est que l'ambiance au travail a un effet sur la performance au travail. Donc la performance au travail, on peut l'avoir comme on veut, en fonction de l'environnement dans lequel on travaille. Dans un hôpital, pour moi, la performance, c'est faire en sorte que l'hôpital survive, mais aussi que le patient s'en sorte le mieux possible. De préférence, voilà. Tout en sachant, il y a une grande différence par rapport à l'aviation, c'est que dans mon avion, quand j'appuie sur un bouton, je sais ce qui va se passer la plupart du temps. Un patient, c'est beaucoup plus complexe. Alors, je suis pas médecin et mon ambition n'est absolument pas de donner des solutions qui n'en seraient pas. Mais ce que j'ai pu constater et ce que beaucoup de personnes constatent, notamment dans le milieu médical, où je vous disais, il y a une prise de conscience qui commence vraiment à grandir aujourd'hui, c'est que des formations au travail en équipe aident des équipes à mieux fonctionner, parce qu'on communique mieux, parce qu'on sait qui est en charge quand il y a une prise quand il y a un appel à l'aide, par exemple, parce qu'un patient a un problème. On prend des meilleures décisions parce qu'on les structure quand on a le temps. Et il y a beaucoup maintenant de congrès qui se développent, notamment en France. Il y a le groupe Facteurs Humains en Santé qui s'est développé avec des participants d'un peu tous les domaines à risque. Oui. Il y a des contrôleurs aériens, il y a des pompiers, il y a un peu de tout qui participent à ce genre de réflexion pour implémenter cette démarche dans les soins de santé. Mais vous dites, vous, quand vous appuyez sur un bouton, vous savez ce qui se passe. Le chirurgien, normalement, s'il coupe une veine, il sait ce qui se passe aussi. Je veux dire, ça fait partie de votre formation, alors typique personnelle, quoi. Vous êtes formé pilote. Le chirurgien est
formés chirurgiens, mais je trouve que l'analogie, elle est totale entre les deux, parce que dans une salle d'opération, vous avez aussi une série de personnes qui vont devoir travailler ensemble, se faire confiance ensemble, qui ne se connaissent pas forcément ou qui ne travaillent jamais ou peu finalement, ou de manière pas très quotidienne dans cette équipe-là. Il y a des changements aussi, il y a des roulements aussi, et il y a des prises de décision qui doivent être mises en place dans des situations qui viennent parfois des situations d'urgence. Donc, je trouve que l'analogie, elle est totale et ça marcherait plutôt bien. Maintenant, l'épreuve du bon fonctionnement du CRM, c'est quoi ? Alors, l'épreuve du bon fonctionnement du CRM, c'est quelque chose que j'ai cherché pendant longtemps, parce que vous imaginez bien que c'est quelque chose qu'on m'a déjà demandé de produire. Oui, mais c'est tous les accidents qu'on n'a pas eus, par exemple. Donc, du coup... Exactement. Tous les accidents qu'on n'a pas eus, mais sur lesquels on écrit très peu. Ah bah oui. Parce que moi, je sais que j'ai des choses que j'ai évitées, mais j'ai pas écrit un rapport sur le fait que j'ai évité quelque chose parce qu'on a bien fonctionné en équipe. Par contre, s'il y a quelque chose s'il y a un presque incident ou un incident, je vais écrire un rapport parce que je suis obligé d'écrire un rapport. Et donc, on a plus tendance à suivre ce qui s'est mal passé que ce qui s'est bien passé. Ouais. Par contre, j'ai perdu le fil de votre question. Je disais qu'on parlait des preuves à apporter que le CRM fonctionne. Alors, en aviation... Donc, le CRM a été implémenté, il a commencé à être développé à partir des années 80 aux États-Unis, obligatoire aux États-Unis à partir des années 90. Et là, il y a eu une diminution drastique du nombre d'accidents, qui n'est pas uniquement due aux formations au travail en équipe, qui est due aussi à l'amélioration de l'équipement qui est devenu plus fiable, une meilleure compréhension des phénomènes météorologiques, etc. Enfin, il y a plein de facteurs contributifs, mais le CRM est clairement rentré dans l'équation de manière significative. Récemment, en 2015, il y a une étude qui a été publiée aux États-Unis, sachant que la situation est quasi la même partout. J'ai eu l'occasion d'aller passer du temps dans des blocs opératoires aux États-Unis, en France, en Belgique. Les équipes fonctionnent plus ou moins de la même manière un peu partout. Donc, je dirais que le problème est un peu similaire partout. Et donc, les solutions sont implémentables de la même manière parce qu'on est sur de l'humain. Et cette équipe aux États-Unis, donc, cette publication a été faite à l'issue de formations au travail en équipe qui ont été dispensées dans un groupe d'hôpitaux dans l'Ohio. Ils ont environ 10 000 employés. Ils ont formé 3 000 personnes. Ça leur a coûté la bagatelle de 3 600 000 $. Donc, ils n'ont pas lésiné sur le coup. Oui. Par contre, dans les années qui ont suivi, ils estiment qu'ils ont économisé entre 12 et 28 millions de $. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réduit le nombre de complications. Et le coût d'une complication, c'est quelque chose qui typiquement est documenté apparemment dans leur littérature scientifique. Et donc en prenant toutes ces données, ils ont établi qu'ils avaient économisé plus de 10 millions de $ grâce à des formations au travail en équipe. Alors on parle des services de sécurité et de santé, mais on va le voir avec vous dans un instant. On peut très bien imaginer aussi la mise en place de ce CRM dans des entreprises, parce que finalement des entreprises, c'est aussi un travail d'équipe avec effectivement des leaders et autres, mais si ce travail d'équipe n'est pas cohérent, eh bien l'entreprise ne peut pas forcément bien fonctionner. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises qui mettent la clé sous la porte, souvent parce qu'il y a eu de mauvaises décisions et très peu de travail d'équipe. On va y revenir si vous le voulez bien, juste après les informations de 11h, et vous proposez également, si vous le désirez, de réagir par SMS, puisque le téléphone ne fonctionne pas aujourd'hui, SMS au 60 31 75 centimes le message, ou un courriel à tendance_première@rtbf.be. Mieux réussir ensemble paraîtra donc chez Edipro dès le 10 octobre et est signé Guillaume Tirtiot. On en reparle juste après. Véronique Tiberghien, la suite de Tendance Première. Oui, on vous parle aviation, mais à travers l'aviation, aujourd'hui, on vous parle aussi de ce travail d'équipe que l'on peut imprimer à peu près dans tous les secteurs aujourd'hui de notre vie, avec ce CRM, le Crew Resource Management, dont vous allez pouvoir retrouver évidemment toutes les informations, la meilleure façon d'y penser, la meilleure façon de mettre en place. Avec Mieux réussir ensemble, c'est paru aux éditions Edipro, c'est signé Guillaume Tirtiot. Le livre sera disponible à partir du 10 octobre. Mais vous pouvez déjà l'avoir en pré-vente si vous le désirez, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site Edipro, c'est ça ? Alors sur le site Edipro, et pour être certain de bénéficier de la pré-vente, de profiter de la pré-vente, en allant sur le site tirtio.com, toutes les informations y sont pour bénéficier des frais de port offerts jusqu'au 10 octobre. Voilà qui est noté. 10h, 11h30. Tendance Première. Véronique Tiberghien.
Alors, dans le travail qui est à faire sur le travail de groupe, vous avez des éléments qui sont ceux de la communication, le travail en équipe, la prise de décision et les interactions machines. Et il y a un aspect intéressant dans la prise de décision, je trouve, c'est la part des choses entre la raison et les émotions. Et c'est vrai que quand on parle de sang-froid des pilotes, encore une fois, on a l'impression que vous êtes formés à toujours pouvoir réagir comme il le faut. On a l'impression. Ça veut dire que vous éprouvez des émotions, parfois de peur ou de panique dans le cockpit. Alors, l'idée, c'est de pouvoir déjà accepter le fait qu'on en ressent, oui. Et puis après pouvoir les gérer. Oui. Parce que, comme je l'explique, quand on est sous l'emprise d'émotions négatives, il y a toute une série de neurotransmetteurs, d'hormones qui envahissent notre corps, notamment le cortisol et l'adrénaline. Et ces hormones affecte la partie exécutive de notre cerveau. Ça veut dire que cette partie exécutive qui est capable de nous faire prendre des décisions rationnelles, donc qui est capable d'analyse par rapport à les situations, qui est capable d'abstraction, donc quelque part de simuler mentalement des situations à venir, donc des solutions qu'on envisagerait, oui. Elle est affectée lorsqu'on est sous stress, lorsqu'on est en colère aussi, dès qu'on est en fait soumis à ces hormones cortisol et adrénaline. Et donc l'idée, c'est de réussir à se contrôler soi, au niveau individuel, se prendre en charge avant de pouvoir passer à la suite. Des émotions, on en ressent tous. C'est un terme, moi, quand on m'en parlait il y a quelques années, je disais des émotions avec quoi tu viens. Il y a eu une grande évolution depuis lors. Quelque part, en tant que petit garçon, je me souviens un jour, j'ai fait une année en Angleterre quand j'avais 10 ans, dans un collège, et il y avait une bande de Nigérians qui m'avaient pris en grippe. Il y en a un qui avait une tête de plus que moi, et j'étais allé trouver le directeur en lui disant « j'ai peur ». Et il m'a dit, un garçon, ça n'a pas peur, t'y retournes, je veux rien entendre, etc. Ça m'avait traumatisé. Et quelque part, en tant que garçon, et même parfois en tant que fille, je ne sais pas, j'ai pas eu ce vécu-là, mais on nous dit souvent, cache tes émotions, c'est pas un truc dont on parle facilement, etc. Et ce qu'il faut, en fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, et les neuroscientifiques s'y intéressent de manière approfondie depuis une bonne vingtaine d'années, c'est que les émotions, si elles sont toujours là, après des milliers d'années, des milliards d'années d'évolution, c'est qu'elles ont un rôle. Parce que la nature n'aime pas ce qui ne sert à rien. D'habitude, elle s'en débarrasse. Et donc, les émotions constituent un signal. Et ne pas écouter ce signal, c'est se priver d'informations parfois importantes. C'est ça. Mais une fois que l'émotion est dépassée, il faut pouvoir aussi prendre la bonne décision. Et pour prendre la bonne décision, il faut prendre la bonne mesure de la situation dans laquelle on est. Et là, par contre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travail dans à peu près tous les domaines. Bien se rendre compte de la situation qui peut être grave ou encore peu grave, mais sur laquelle il va falloir agir, c'est pas forcément donné à tout le monde et c'est pas forcément donné à tous les leaderships non plus. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on appréhende quand on voit une situation, oui. Quand on comprend une situation, quand on projette la compréhension future qu'on a de la situation en fonction de ce qu'elle est aujourd'hui, et puis quand on prend des décisions, il y a toute une série de ce qu'on appelle des biais cognitifs qui entrent en jeu. Et ces biais vont avoir tendance, par exemple, à vous faire voir quelque chose, à vous faire penser, à vous donner une idée, juste parce que c'est cette idée-là que vous avez eue les 3 ou 4 dernières fois que vous avez été confronté à cette situation. Mais c'est peut-être pas ce jour-là la bonne idée. On appelle ça le biais de disponibilité. On a tendance à repenser beaucoup plus facilement à ce qui nous arrivait récemment par rapport à ce qui nous arrivait il y a plus longtemps. Et on a tendance à s'accrocher à ça parce qu'on n'aime pas ne pas avoir de solution. On n'a pas se retrouver dans une situation, on sait qu'il faut agir, on sait qu'il va falloir amener une solution, on a beaucoup de mal à temporiser pour analyser la situation de manière un peu plus approfondie et pour aller ensuite dans la bonne direction, dans ce qu'on pense être la bonne direction. Souvent, on a tendance à se jeter dans l'action parce que ça nous donne l'impression qu'on apporte une solution. Mais si la direction qu'on prend n'est pas la bonne, on va compliquer la situation plutôt que de l'améliorer. Il n'empêche que dans de nombreux cas autour de nous, on voit que ce soit des entreprises qui font faillite aujourd'hui, des entreprises qui perdent énormément d'argent du jour au lendemain, de ce genre de choses, que parfois une seule décision peut entraîner des conséquences qui sont très lourdes. Mais
est-ce vraiment une seule décision? Parce que c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, quand on décortique les accidents de l'aviation aujourd'hui, et il y a de très bonnes séries qui le font, même à la télévision, c'est assez fascinant de voir comment les enquêtes ont avancé, ont décortiqué tout ça. On se rend compte qu'à chaque fois, il y a une série de choses qui se mettent en place, en réalité. Que ce n'est pas que la décision, il y a des facteurs qui s'accumulent et qui amènent à une forme de catastrophe. Donc, comment faire en sorte qu'une équipe puisse, dans son ensemble, éviter cette accumulation de faits et de phénomènes qui vont entraîner la catastrophe? La première chose à faire, c'est vraiment, je pense, la plus importante, c'est de faire en sorte que tout le monde dans l'équipe, au sein de l'équipe, se sente en sécurité au sein de cette équipe. Je discute avec des amis, avec ma sœur qui est juriste, avec la famille, qui sont dans des domaines qui sont extérieurs à l'aviation, et je me rends compte que il y a énormément de leur temps de travail qui est consacré à des jeux politiques. Et il y a d'ailleurs eu une gigantesque étude qui avait été réalisée par Stephen Covey aux États-Unis fin 90, début 2000. Il avait envoyé un questionnaire électronique à 2 500 000 personnes partout dans le monde, et il en avait tiré comme conclusion que, en moyenne, les employés passent 17% de leur temps, et donc au moins 17% de leur énergie, si pas plus, à des jeux politiques. C'est-à-dire, est-ce que je vais aider mon collègue parce que lui va réussir du coup, et puis c'est lui qui va s'attirer toutes les gloires du patron. Est-ce que j'ose dire au patron que je pense qu'il est en train de se tromper, est-ce que ça va pas me retomber dessus, etc. Donc, vraiment le fondamental, c'est de faire en sorte que tous les membres de l'équipe se sentent en sécurité dans cette équipe. Parce qu'une fois qu'ils sont en sécurité dans l'équipe, ils sont prêts à affronter les dangers auquel l'équipe doit faire face. Et c'est vraiment ça qui est important pour que la performance soit au rendez-vous. S'ils ne le sont pas, c'est la catastrophe assurée? C'est pas la catastrophe assurée, mais disons qu'on va se retrouver dans une situation dans laquelle il y a toute une série de choses qui ne seront pas dites. Il y a des personnes qui n'oseront pas partager une information cruciale. Il y a des personnes qui vont décider de ne pas partager une information cruciale parce que ce sera bien fait pour sa pomme. Et quand on n'est pas concerné directement par l'issue de la situation, quelque part, on a tendance à prendre ça un peu plus à la légère. Il est évident que quand on est dans un avion, notre vie est... oui, c'est ça, il y a des vies en danger, oui. Voilà. Mais il est évident que je vois la différence aujourd'hui en fonction de la manière dont mes collègues commandants de bord ont la capacité de fédérer notamment le personnel de cabine autour de la mission qu'on va réaliser ensemble. Il y a une synergie qui, quand elle est réellement créée, et la plupart du temps c'est le cas, il y en a juste qui parviennent à mettre le curseur un tout petit peu plus haut que les autres, parce qu'ils se sont intéressés à tous ces sujets plus en profondeur, eh bien déjà la mission est beaucoup plus agréable à réaliser, parce que tout le monde fait ça, tout le monde recherche à ce que vraiment tout se passe bien à tous les moments, et puis les informations circulent. Et une personne qui voit à un moment donné quelque chose sur lequel elle a un doute, eh bien, elle va partager cette information parce que potentiellement c'est crucial. Elle ne va pas se dire non mais ça c'est rien, et puis de toute façon si lui ne réagit pas, il l'a probablement vu, donc si lui ne réagit pas, c'est qu'il sait ce qu'il fait parce qu'il a plus d'expérience que moi, donc c'est pas grave. On veut surtout pas tomber dans ces biais-là. On veut que tout le monde s'exprime. Le moindre doute, la moindre question, la moindre remarque, on veut que tout le monde se sente invité, autorisé à les poser. Au fond, on est passé du pilote-chef avec un ego parfois bien installé au pilote-chef d'équipe qui a su transformer cet ego en une forme de richesse rassurante pour son équipe et se mettre au service de son équipe. Exactement. En réalité. Tout à fait. Et la notion d'ego... Mais non, parce que finalement, chacun est au service de l'autre. Le chef, le leader est au service de ses équipes, mais l'équipe est au service de son leader. Tout le monde est au service de tout le monde. Ce qui se passe, c'est que le fait que le leader soit au service de l'équipe, c'est quelque chose d'un peu nouveau dans pas mal de domaines. Ouais. Et il y a des domaines dans lesquels c'est absolument pas le cas. Il y a des entreprises dans lesquelles c'est absolument pas le cas. Pour paraphraser Idriss Aberkane, il y a des leaders qui mettent leur ego au service du projet, et puis il y a ceux qui mettent le projet au service de leur ego, et ils sont nombreux. Ouais. Donc, tout le monde est au service de tout le monde. Il y a un chef d'orchestre qui est là pour faire en sorte que ça se passe au mieux. Et bien sûr, il gardera la responsabilité finale. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va
dans certaines situations, c'est pas possible de discuter pendant un quart d'heure, 20 minutes sur la décision qu'on va prendre, parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a l'avion qui est en feu, par exemple. Là, souvent, on sait très bien ce qu'on va faire parce qu'on est entraîné à gérer ce genre de situation. Mais quand on a le temps de discuter, eh bien, on prend le temps de discuter. Si on n'a pas le temps, au bout d'un certain temps, le commandant de bord va dire « Ok, je vous ai tous entendus, maintenant, ma décision, c'est de faire ça. » Et là, il faut que ceux qui font partie de l'équipe, même si ce n'était pas leur idée, et même si ce n'était pas la décision avec laquelle ils étaient le plus favorables, tant que ce n'est pas une décision qui va mettre en danger l'avion et ses occupants, il faut à ce moment-là suivre le leader. Il faut tout faire pour qu'on arrive à mettre en place cette décision qui a été prise. On voit malheureusement aussi avec les vagues de terrorisme que l'on a vécues ces dernières années, même chez nous, à quel point ces prises de décision, ce leadership est important pour avoir une action la plus rapide possible, la plus efficace, etc. Alors on a vu aussi qu'il y avait eu des manquements et on voit cette capacité dans ces équipes qui se forment et qui sont celles des pompiers, de la police, des services médicaux, etc. et qui se coordonnent, cette capacité à se remettre en question aussi, parce qu'il y a des vies en jeu. Mais quand c'est pas des vies réellement qui sont en jeu, alors que quelqu'un qui perd son travail, c'est aussi une vie qui est en jeu, il y a moins cette capacité à se remettre en cause. Or, c'est un des éléments fondamentaux du CRM, c'est cette capacité à constamment se remettre en cause. Vous avez parlé tout à l'heure du débriefing que vous aviez fait avec votre pilote. C'est ça, c'est cette capacité à toujours revenir sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, qu'est-ce que je vais améliorer pour la prochaine fois. Oui. Alors de fait, en aviation, déjà il y a une loi qui nous oblige à rédiger un rapport si jamais on a été témoin ou confronté à un incident, accident, même presque incident. Le but, et ça c'est vraiment fondamental, le but de ces rapports, c'est d'apprendre de la situation telle qu'elle s'est produite pour essayer de ne pas la reproduire. Et c'est d'apprendre pour la personne qui écrit le rapport, mais c'est aussi d'apprendre pour toutes les autres, parce que ce rapport, il va être diffusé à plein de monde de manière anonyme pour que tout le monde puisse en tirer les apprentissages. Oui. L'erreur est considérée en aviation aujourd'hui comme étant normale. Un pilote dans un cockpit fait entre 2 et 8 erreurs par heure. Ça peut le sembler. Et ça, c'est normal. Et c'est normal. C'est normal parce qu'on les rattrape la plupart du temps. Ah oui, c'est rassurant pour ceux qui partent en voyage demain, par exemple. Mais ok, donc c'est normal, ça. Et je suis persuadé, parce que il y a des observateurs qui sont venus voir comment on travaille dans les cockpits, et ça se passe d'ailleurs de manière très régulière. Je suis persuadé que si on allait voir dans les entreprises ou dans n'importe quel environnement de travail la fréquence des erreurs qui sont réalisées par les individus, on tomberait dans les mêmes échelles. Donc l'erreur aujourd'hui, elle est considérée comme tout à fait normale. Là où certains milieux sont moins performants aujourd'hui, c'est dans leur capacité à se remettre en cause, parce que, je prends l'exemple que vous évoquiez là, après les attentats, qu'est-ce qu'on nous disait ? Commission d'enquête parlementaire pour savoir où ça a dysfonctionné. Et du coup, on essaye de blâmer les gens, on essaye de trouver un coupable, parce que trouver un coupable, c'est super confortable. Et tous, moi en premier, je suis super bon pour trouver un coupable. Je me balade. Ça rassure. Une fois qu'on a le coupable, on a évacué le problème. Mais c'est même pire que ça. C'est que je me balade avec mon café dans le noir à la maison parce que je me suis levé tôt et je trébuche sur quelque chose. Je vais blâmer ma femme pour le café renversé. C'est pas de ma faute. On pourrait encore faire plein d'émissions avec vous, Guillaume Thierthiaud, parce que le sujet est particulièrement intéressant. Mais merci d'être venu avec nous. Merci à vous. Tendance première. 10h, 11h30.